Salut YouTube, c'est encore moi Bob Zombie, et à l'instar de Renaud le chanteur, je suis toujours debout. Bienvenue à cette nouvelle émission consacrée aux souvenirs et à la nostalgie de notre enfance. On va se faire plaisir, bande de petits vénards, on va se faire Pouic pouic. Aujourd'hui, on va parler de la collection des Vengeurs chez Artima, la célèbre concurrente des éditions Lug installée dans le Schnorr à Tourcoing, très exactement. Laissez-moi, chers amis, vous conter une histoire personnelle qui... On s'en branle! Ah bah ok, je voulais juste contextualiser cette vidéo sur les albums des Vengeurs dans la collection Artima Color Marvel Superstar. Bon bah alors vas-y, fais-la ta connerie là. Il y a quelques années, j'avais ces albums, mais ils furent détruits dans la tragique inondation de ma cave. C'est chiant. Mais cet été, j'en ai profité pour la reconstituer et même retrouver des albums que je n'avais pas lus. C'est bien ce que je dis, on s'en branle. Bon, alors toi, fais gaffe, hein. Ainsi donc, je vais vous présenter aujourd'hui cette collection velue et alléchante dans cette vidéo nostalgique et swag, et même si certains estiment que ce n'est pas très vegan. Aridi ouvre sa collection avec les épisodes des Vengeurs numéro 66 à 68 datant de l'été 1969. En couverture, Ultron 6 met une branlée aux Vengeurs, comme vous pouvez le constater. Déjà, il faut dire que l'épisode 66 a un véritable intérêt, puisque c'est la première fois, je crois, mais corrigez-moi avec courtoisie dans les commentaires si je me trompe, que l'on parle de l'adamantium, cet alliage métallique fictif qui apparaît, je suis à peu près sûr, pour la première fois dans cet épisode réalisé par Roy Thomas et Barry Smith. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis là? Créé par le docteur Myron McClane, le type qui avait conçu le bouclier du Captain America dans les années 40, ce matériau sera plus tard fusionné avec le squelette et les griffes de Serval. Dans les épisodes 67 et 68, Ultron 6 s'attaque une fois de plus aux Vengeurs, et justement, il est doté d'un corps en adamantium. Pour les plus jeunes qui regardent, il faut savoir que Ultron a été créé par Hank Pym, c'est-à-dire Ant-Man. Il n'était censé n'être qu'une étape transitoire vers la vie synthétique, mais le robot a pété un câble et devient un être habité, j'ai bien dit habité, par une haine tenace pour la race humaine et pour les Vengeurs en particulier. Bref, deux épisodes sympas qui castagnent et sans temps mort. Bon, mais alors c'est dans le deuxième album que les choses se gâtent. Plutôt que de proposer la suite logique des épisodes des Vengeurs, la maison de Tourcoing nous propose un putain de what if datant d'avril 1980. Et si les Vengeurs avaient fait la guerre des cris contre les Skrulls sans Rick Jones? Dites-moi quel est l'intérêt de publier en deuxième album de la collection Marvel Superstar un putain de what if numéro 20. Je n'ai rien contre ce putain de what if, mais si Aridi voulait le publier, il aurait dû faire une autre collection appelée putain de what if chez Artima Color Marvel Superstar, et pas l'insérer au milieu de la série régulière des Vengeurs. Donc non, 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 Aridi, vous êtes des baltringues. Heureusement, les prochains épisodes ne seront pas de la même trempe. Le troisième album de la collection Aridi date de 1981 et regroupe les épisodes velus du 69 au 71 des Vengeurs. Il date de la fin 1969. Roy Thomas, le scénariste, se moque gentiment de la concurrence avec Sal Buscema en présentant au lecteur le sinistre escadron dans ce numéro. Ils conçoivent les 4 membres de l'escadron comme des évocations de la Ligue des Justiciers d'Amérique de chez DC, avec Nighthawk ressemblant à s'y méprendre Ah, une énorme paire de... Non, je voulais simplement dire que ça ressemble à Batman, Hyperion, aux muscles d'acier évoquant Superman, le Docteur Spectrum et son prisme de puissance dans le rôle de Green Lantern, et le Weezer dans le rôle de... Cette rencontre non officielle entre les deux maisons d'édition permet aux Avengers d'affronter une version modeste de la JLA. On sent que les deux créateurs ont dû sniffer du PQ. Ah bah c'est rigolo, hein. On rappelle que c'est ce comics-là, de la JLA, qui a par inadvertance permis aux 4 Fantastiques de voir le jour. Ce sinistre escadron va devenir populaire, et Roy Thomas finira par introduire l'escadron suprême dans The Avenger 85 en février 1971, une équipe de héros venus d'une Terre alternative. Pour en revenir à l'épisode 69, les Avengers affrontent Kang, le maître du temps, mais c'est aussi les débuts du maître des jeux, et on est en octobre 1969, c'est-à-dire 5 ans avant que Donjons et Dragons rendent les jeux de rôle fantastiques populaires, avec là un joueur galactique dans la personne de ce personnage qui joue contre Kang et orchestre le combat entre les Avengers et le sinistre escadron. Pour ceux qui l'ignorent parmi nos jeunes amis viewers de cette chaîne, le maître des jeux défiera la mort pour la vie de son frère lors d'un jeu donnant naissance au tournoi des champions en 1982. Je vais être franc avec vous, j'ai adoré cet album numéro 3 d'Aridi consacré aux Vengeurs. Le 4e album d'Aridi est intitulé La Clé du Zodiaque. Sorti en France au 2e trimestre 1981, il est encore l'œuvre de Roy Thomas et de Sal Buscema, et il regroupe les épisodes 72 à 74 datant du début 1970. J'ai beaucoup moins aimé ces 3 récits. Dans l'Avenger 72, le super-héros Nick Fury, qui s'était fait passer pour mort, revient sous les traits de son mystérieux némésis, Scorpio. Et ce Scorpio fait partie des membres du Zodiaque, une organisation criminelle inspirée de l'astrologie. Alors je l'ai entièrement lu et je me suis
suis fait chier. Le 5e album des Vengeurs chez Aredy a été publié lors du 3e trimestre 1981 et il regroupe les épisodes 75 à 77 des Avengers datant d'avril à juin 1970. Par contre, les épisodes 75 à 77 sont somptueux et velus comme je les aime. Un héros guerrier appelé Archon, l'Imperio, un seigneur de guerre, assez beau gosse, Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. affronte les Vengeurs. Archon tente de détruire la Terre et de sauver son propre monde, Polémachus. Le combat va être âpre et rude, et les Vengeurs sauront faire parler le cuir pour mettre à Archon une magistrale branlée, quand tout à coup, l'affrontement va s'arrêter parce que Iron Man aura découvert un autre moyen pour sauver Polémachus. C'est un très bon épisode haletant à mon goût, qui pourrait résumer l'adage suivant: que se passerait-il si un héros guerrier rencontrait des super-héros? Mais c'est pas un adage, ça. Oui bah toi ferme ta gueule. À n'en pas douter, Roy Thomas et Sal Buscema, qui constituent la future équipe de Conan, nous proposent une réponse à la question que j'ai posée, mais qui n'est pas un adage. Si vous voulez vraiment connaître la définition exacte d'un adage, vous avez un indice en bas de cet écran. Archon, on va le retrouver dans l'album numéro 1 des X-Men, chez Lug, publié en 1983, et qui s'appelle Descente aux Enfers, récit magnifique de Chris Claremont et de George Pérez, tiré de l'Uncanny X-Men Annual numéro 3 de 1979. Je me permets de vous le rappeler, mais on va faire une pause, car mon détecteur de saturation d'informations m'indique que vous avez besoin de souffler. Si Bob Zombie n'était pas là, vous n'auriez plus de nostalgie à bouquiner je ne sais quoi, à oublier le grand Stanley. Bien sûr, faut vivre avec son temps et se taper même du Jim Lee, tous les artistes de l'ancien temps. C'est sûr, ils ont créé pour rien. Eh mais attends une seconde Raymond, là, y a un truc qui cloche là. Ah bah oui, pour aborder l'album 6 des Vengeurs sorti en France en février 1982, je dois vous avertir que Artima a recommencé à faire n'importe quoi, puisque dans cet album, il publie les épisodes 178 à 180 des Vengeurs, épisodes datant de la fin 78 à février 79. Donc ça y est, on est passé de l'épisode 77 à l'épisode 178. C'est la fête du slip chez Aredy, comme d'habitude. La Nuit de la Bête est donc cet album 6 dont les épisodes 178 à 179 ont été écrits par Steve Gerber et Carmine Infantino pour le numéro 178, et par Tom DeFalco et Jim Mooney dans les deux autres. Bon, franchement, les dessins ne sont pas top, et les histoires sont d'un classique à consterner les écureuils. C'est aussi moche que ma fille Camille. Répète. C'est aussi moche que ma fille Camille. Alors je passe très vite sur cet album, et on va au suivant, appelé Le Retour de l'Homme Absorbant, sorti en juin 1982 en France, et qui regroupe les épisodes 181 à 184 des Avengers, datant de mars 1979 à juin 1979, écrit par David Michelini et dessiné par le dieu John Byrne. Franchement, ça change de standing, et dans l'histoire, et dans le graphique. C'est beau, putain. Je risque de paraître redondant, mais c'est plus beau que le sexe. Enfin, 4 épisodes somptueux à lire et relire sans modération. Je me permets de faire une digression sur John Byrne, même si vous n'êtes pas d'accord. De toute façon, je m'en fous, c'est ma vidéo, donc je vous emmerde. Pour dire que cette année 1979 est une année faste pour le dessinateur canadien. Entre la saga de Proteus qui commence dans l'Uncanny X-Men 125, fils dérangé de Moira MacTaggert qui peut prendre possession de ses ennemis et distendre la réalité, mais aussi la saga de Galactus et du Sphinx dans les Fantastic Four, dont la première apparition de Terrax dans le Fantastic Four 211, qui devient une menace pour Galactus lui-même. Sans parler du projet Pegasus dans les Marvel 2-in-1, vu dans Special Strange 29 à 32, sans oublier l'annual d'Amazing Spider-Man avec le Docteur Octopus, publié chez Lug dans le 13e album de l'araignée en 1981. Bref, le John Byrne nous gratifie de la saga de Wundagore dans cet Avengers où l'on découvre la vérité sur la jeunesse de Wanda et de Pietro. 1979 est vraiment l'année de John Byrne quand on regarde toutes ces sagas. Voilà, c'était une petite digression qui n'aura pas manqué de vous extasier devant le travail du maître galopin que vous êtes. Et justement, revenons au 8e album Aredy, parce que on papote, mais le temps passe quand même. Le mystère de Wundagore, signé Michelini et Byrne, est sorti en octobre 1982 chez Aredy et regroupe les épisodes des Avengers 185 à 187, allant de juillet à septembre 1979. Les origines de la sorcière rouge et de Vif Argent sont enfin révélées dans le numéro 186. Une femme mystérieuse nommée Magda
Non, je suis désolé, j'ai pas pu résister. Magda, disais-je, avant d'être interrompu, a donné naissance à des jumeaux mutants dans la montagne de Wundagore avant de disparaître. Au passage, je vouloir signaler... As-tu vouloir signaler? Oui, je voudrais signaler qu'un dessin de John Byrne dans le numéro 125 de l'Uncanny X-Men de septembre 1979 nous apprend que Magda est l'épouse de Magneto, faisant de lui le père de Vif-Argent et de la Sorcière Rouge, sans qu'il le sache. Vous vérifierez si vous ne me croyez pas, c'est dans le Special Strange 26 à la page 24. L'album numéro 9 d'Aredi, intitulé Le combat d'œil de faucon, regroupe des histoires écrites par Bill Mantlo, David Michelinie et Steven Grant, dessinées par John Byrne. Il s'agit des épisodes 188 à 191, datant de la fin de l'année 1979 à janvier 1980. Œil de faucon affronte Deathbird, la mutante de la famille impériale Shi'ar, dont les ailes rappellent les origines aviaires de ce peuple. On y voit aussi un combat spectaculaire contre la gargouille grise. C'est que du bonheur, très bon album s'il en est. L'album numéro 10 paraît en juin 1983 chez Aredi et s'appelle Panic à Pittsburgh. Cet album regroupe les épisodes 192 à 194 des Vengeurs, tous créés en 1980, écrits par David Michelinie, mais dessinés par Harvey Jones, Sal Buscema et George Perez. Les Vengeurs affrontent Inferno, une créature incandescente appelée Inferno, C'est diablement coquin ce que tu nous racontes là. dont la couverture nous montre sa brûlante apparition. C'est très agréable à lire, mais le meilleur arrive dans le 11e album Aredi, intitulé Défi aux Vengeurs, qui regroupe les épisodes 195 à 198, datant encore de 1981. 80, j'ai dit, hein. T'es sourd ou quoi? David Michelinie, George Perez et Carmine Infantino nous offrent du lourd, du très lourd comme ma, mais là je vais pas vous le faire justement, même si vous l'attendiez. Non, j'arrête parce qu'on m'a dit que j'étais lourd. Dans The Avengers 195 de mai 1980, le maître des corvées, alias The Taskmaster, a la capacité d'imiter les aptitudes physiques qu'il observe. Il tire à l'arc avec la précision d'œil de faucon, lance le bouclier comme Captain America et maîtrise les arts martiaux comme Daredevil. Presque imbattable, le maître de corvée utilise le langage corporel de ses adversaires pour prévoir leurs mouvements. Les épisodes nous parlent aussi de Red Ronin, personnage dont je ne peux m'empêcher de dire qu'il ressemble au Shogun Warrior créé par Doug Munch et Herb Trimp en février 1979, ces personnages inspirés des jouets japonais, mais là je m'égare de Montparnasse. Dans l'épisode 198, on peut dire que c'est un grand coup de tonnerre, car on apprend que Miss Marvel est enceinte, et que le processus est plus rapide que la normale. Le 12e album d'Aredi, sorti en février 1984, regroupe les épisodes 199 à 201 des Vengeurs. Ces épisodes datent de septembre à novembre 1980, et sont écrits par David Michelinie et dessinés par George Perez. Aredi a appelé ces albums « Naissance mystérieuse », avec une couverture moche et hors sujet. On y découvre l'aventure cruciale pour Carol Danvers, alias Miss Marvel pour les plus cons, épisode ultra controversé avec Marcus, le fils de Carol. Un fils qui au final a quand même fait l'amour avec sa mère, bref, pour ceux qui connaissent pas bien, découvrez par vous-même cette histoire tordue. Ce numéro 200 est cité assez souvent comme l'un des récits les plus malsains de l'histoire des comics, et à juste titre, car même si on peut avoir l'esprit ouvert et progressiste, franchement cette relation entre Miss Marvel et son fils est assez glauque, pour autant qu'il soit son fils, hein. Quelle indignité. Ceux qui l'ont lu peuvent comprendre de quoi je parle. Cette histoire a suscité une controverse considérable concernant les circonstances de la grossesse non désirée de Miss Marvel, et nombreux ont jugé que cette histoire avait un contenu misogyne, avec une trame de fond freudienne assez tordue. Carol Strickland a écrit un texte assez cinglant sur ce numéro dans le magazine de fans Lox. Elle dénonce le contenu exceptionnellement inapproprié de cette histoire, ainsi que du traitement généralement dédaigneux des personnages féminins par l'équipe de création de Marvel Comics dans les années 70. Il faut savoir que cette histoire aura un dénouement que le lecteur ne connaîtra véritablement que dans The Avenger annual numéro 10, où le fin mot de l'histoire nous est donné et que les Français ont pu lire dans le Strange Special Origin 238 bis en octobre 1989. Épisode que je déteste personnellement pour la laideur de ses dessins, mais comme aujourd'hui on n'a plus le droit de dire qu'on n'aime pas les dessins de Michael Golden sans être insulté, je vais dire que cet épisode est magnifique, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mais voilà, mais c'est très bien. Franchement, j'aime pas qu'on me rentre un doigt quand je le demande pas, et c'est la sensation que j'ai éprouvée en achetant Strange Special Origin 238 bis. Et encore, ça c'est le second doigt qu'on me met dans le cul. Le premier à être entré est dans l'album numéro 4 des X-Men intitulé Au Royaume de Khazar. Et vous savez que depuis que j'ai dit ça, je suis persécuté par les adeptes de Golden. Cela m'a permis de mieux comprendre ce que ressentait Anne Frank. Mais bon, on n'a pas le droit de dire ce que l'on pense,
Alors, je ne vais rien dire, mais je sais déjà à quoi je penserai quand à 50 ans, j'aurai mon premier examen rectal. Le 13e album Haredi consacré aux Vengeurs date d'avril 1984 et s'appelle Ultron l'Immortel. En effet, une fois de plus, Ultron revient tourmenter les Vengeurs dans sa 7e version. Dans les épisodes tirés des numéros 202 à 200, on assiste à une sortie particulièrement faible pour Ultron, qui est très facilement vaincu sans avoir véritablement provoqué son carnage habituel. Enfin, le dernier tome de la collection, sorti en juin 1984, s'appelle Incendie sur la ville, et regroupe les épisodes 205 à 207 des Vengeurs. J'ai beaucoup ri quand j'ai vu Griffe Jaune donner du fil à retordre aux Vengeurs. Au passage, n'achetez pas chinois. Mais plus que l'histoire, ce sont les dessins d'Alan Kuperberg et de Jen Collan qui m'ont gavé. C'est aussi beau que la mercose de la princesse de Galles enfoncée dans un pilier. Vraiment, pas de quoi se faire défriser la crête comme le disait l'abbé Pierre. Voilà mes chers amis, je tenais à vous rappeler aux bons souvenirs humides de cette collection Marvel Color Superstar consacrée aux Vengeurs. J'espère que l'esprit des années 80 a plané dans votre tête le temps de cette vidéo et qu'il vous a rappelé de bons souvenirs. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Merci pour votre fidélité, partagez la vidéo si vous avez aimé, et même si vous n'avez pas aimé, faites-le, car elle vous permettra de réduire votre facture énergétique. Je vous fais de gros bisous, mes petits roudoudous, et on se retrouve tout bientôt. Salut YouTube! Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Razak, Ça va pas. Mais c'est juste insupportable.